Tel Aviv, avril 2025. Il règne dans la cité balnéaire un sentiment de normalité, comme une réalité parallèle à la guerre, qui ravage Gaza et décime sa population, quelques dizaines de kilomètres plus au sud. Pourtant, les signaux d'une transformation profonde sont là, comme ce 9 mm, presque banal dans la rue israélienne. Je m'appelle Orin Julie Emmanuel, j'ai 31 ans. Je suis une influenceuse israélienne et j'ai 1,5 million d'abonnés. J'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises d'armement. J'ai produit du contenu avec leurs armes, leurs équipements. J'étais payée pour ça. J'avais des millions de vues. Les gens étaient tellement surpris de voir une belle femme maîtriser les armes aussi bien. J'aime être girly en même temps qu'être une combattante. J'aime cette combinaison. Combattante, Orin Julie l'a été plus de 3 ans au sein de l'armée israélienne. Depuis, elle continue de s'entraîner au tir, une fois par semaine. מחזה צד, את מגיעה, שימי לב רגל ראשונה קדמית, כן, מכירה את העניינים. בום בום בום. And then I'll לחזור, ואז יש לך, את יכולה לבוא לפה. במ, 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 במ. Range is hot. J'ai découvert le monde des armes pendant mon service militaire et j'ai adoré. Le jour où j'ai tenu un flingue pour la première fois, j'ai senti une force. J'ai eu l'impression que je pouvais me défendre, protéger ma famille, protéger mon pays. Je me suis dit, vas-y. C'est compliqué d'expliquer ce que je pense. Les gens veulent toujours me ranger dans une case. Tu es de droite, de gauche, féministe, conservatrice, libérale? Je ne suis rien de tout ça. Je suis pour mon peuple. Un patriotisme qu'elle assume dans son podcast. L'esprit des guerriers. Aujourd'hui, nous sommes dans Gaza. Que font les soldats ici? Tu peux l'expliquer au peuple d'Israël? Dans cette zone spécifique, c'est un peu plus calme en ce moment. Mais la menace existe toujours. On poursuit nos missions à égalité avec les garçons. En Israël, les frontières entre le monde militaire et le monde civil sont brouillées. Alors Orin Julie cherche à importer la culture des armes dans le second. Ici, c'est un magasin à la fois pour les militaires et les civils. On y trouve des accessoires techniques, des vêtements. C'est un paradis pour moi. Depuis le 7 octobre, on a eu un bond incroyable de la clientèle féminine, de plus de 50%, je dirais. On voit qu'elles réagissent de plus en plus dans la rue. Quand il y a des attentats, par exemple, les femmes utilisent leurs armes. Ce n'était pas comme ça avant. Tu es parfaite. Tu es superbe et encore plus belle avec une arme. Merci. Tu tires aussi? Oui. Alors nous sommes dans le même monde, toi et moi. Ah, tes podcasts sont tellement précieux. Ah, tu les regardes? Bien sûr. Ah, merci, ça m'émeut. Merci, ma belle. J'ai le sentiment d'avoir ouvert une lucarne pour les femmes, d'avoir rendu les armes tendance, même si c'est peut-être pas le bon mot. Ce que je veux dire, c'est que j'ai participé à leur faire prendre conscience d'un pouvoir qu'elles ignoraient. J'aime le fait que de plus en plus de filles veulent acheter des armes. J'en ai parlé à mes amies, elles veulent la même chose.
On connaît les statistiques partout dans le monde. Si les femmes portent une arme pour de l'autodéfense, c'est plus probable que cette arme soit utilisée contre elles plutôt que pour les protéger. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Donc si c'était ça la raison pour laquelle les femmes demandent un permis, elle ne fait aucun sens. Par ailleurs, l'industrie des armes fonctionne comme n'importe quelle autre industrie. À un moment, quand elle sent qu'elle a assez exploité un marché, elle doit en ouvrir un autre. Et si elle doit élargir son audience, tout son discours classique, type « je dois vendre un flingue pour un bon père de famille macho, etc. », ce n'est plus suffisant puisqu'il y a encore 50% de la population, les femmes, qui pourraient être clientes. Et on a vu ça pour tellement de marchés, comme les cigarettes, qui étaient d'abord destinées aux hommes, jusqu'à ce qu'on réalise que le marché pouvait encore s'ouvrir. Et évidemment, le 7 octobre a amplifié ça de façon dramatique. Plus de 1200 Israéliens sont tués ce jour-là. Un massacre qui pousse le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, à assouplir les critères d'éligibilité au port d'armes. Ici, à l'image en chemise blanche, le politicien d'extrême droite distribue des fusils à des volontaires quelques jours après l'attaque. Dans une société où 300 000 réservistes circulent déjà avec leurs armes, son ministère octroie 157 000 permis supplémentaires, 12 fois plus qu'en 2022. Les requêtes féminines sont 4 fois plus nombreuses qu'avant. Mais pour certaines Israéliennes, l'État ne va pas assez loin. Zichron Yaakov, dans le nord d'Israël. Une ville résidentielle qui compte un grand nombre de binationaux israélo-américains. Une diaspora très influente dans les mouvements pro-armes. Comme Odélia Kedmi, avocate dans l'immobilier. Je suis citoyenne américaine, mais j'ai décidé d'élever mes enfants en Israël. Quand vous regardez les États-Unis, près de 50% des gens armés sont des femmes. Et si vous regardez les statistiques en Israël, les femmes forment 5% de la population armée. Donc le chemin est encore long avant d'atteindre le niveau des États-Unis. Mon but, c'est que n'importe quelle femme d'Israël qui cherche à se protéger obtienne le droit de le faire. Moi, maintenant, je m'habille d'un pistolet. Et j'utilise le mot « habiller » parce que, pour moi, il est en lien avec mon corps, comme un accessoire. איפה הפיו-פיו שלו? איפה? פה. איפה פיו-פיו של אמא? מאחורה. איפה תראה? שמה, נכון. איפה? אבל לא נוגעים, נכון? אסור לגעת, נכון. On a expliqué aux enfants que maintenant, papa et maman portent des pistolets. On leur montre à quoi ça ressemble. On leur dit que ça peut être très dangereux et qu'ils ne doivent jamais les toucher. Et qu'on les utilisera seulement si on doit protéger des vies. אתה רוצה גם פנקק אבא? כן, אנחנו נשב כולנו ונאכל. טוב? En fait, le 7 octobre nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Cette nuit-là, mon mari a été appelé comme réserviste et le jour suivant, il est parti à Gaza, où il a été déployé plus de 100 jours.
Le jour de son départ, il avait appelé un ouvrier pour qu'il vienne clouter une planche de bois sur la porte de l'abri. Je me souviens m'être dit à ce moment-là, ce truc en bois là, c'est vraiment ça qui va me sauver la vie si des terroristes rentrent chez moi? Heureusement, une semaine plus tard, j'étais éligible pour un permis de port d'armes. J'ai tout de suite postulé et ça n'a pris que 5 mois. Si le 7 octobre, il y avait eu plus de femmes avec des armes, elles auraient été moins nombreuses à mourir. Et on en a perdu beaucoup ce jour-là. Pour qu'une femme porte une arme en Israël, il faut 2 critères. Avoir servi dans une unité de combat ou bien vivre dans ce qui est perçu comme une zone dangereuse. Donc pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué, car elles sont peu nombreuses à avoir été combattantes à l'armée. Il y a donc une discrimination de genre innée dans les critères. Et c'est ça qu'on essaie de changer. La juriste a donc rédigé une proposition d'amendement au Parlement israélien. Elle doit être soumise au vote dans quelques semaines. Les femmes sont une proie facile. Elles ont plus de chances d'être blessées dans une attaque terroriste. Elles sont souvent seules responsables dans les écoles, dans les jardins d'enfants, donc elles ont besoin d'apprendre à se protéger. Cette nouvelle législation importe peu aux quelques 500 000 colons israéliens. En Cisjordanie occupée, ils obtiennent une arme bien plus facilement qu'en Israël. Hayden Goldman possède la sienne depuis 8 ans. Là, je viens de remercier Dieu de m'avoir protégée à cet endroit. Un gros ventre et un flingue. C'est bizarre, hein? Il est là, prêt à toute éventualité. J'espère ne pas avoir à m'en servir. Mais par exemple, parfois les terroristes bloquent la route. Et quand ils le font, eh bien, t'as besoin de sortir ton arme pour te défendre et te battre. Il y a des soldats partout, parce qu'Hébron est un endroit dangereux. Bonjour tout le monde, comment ça va? Merci d'être là. Ici, on organise des célébrations, des bar mitzvahs. Mazel tov, mazel tov! Regardez cette maison, elle est aux Arabes. Vous voyez que l'armée a eu besoin de sceller les fenêtres pour qu'ils ne lancent pas de pierres sur nous. Depuis plus de 50 ans, des colons israéliens et des familles palestiniennes se disputent la vieille ville d'Hébron. Une coexistence très violente qui a fait des dizaines de morts, principalement des Palestiniens. Leur conflit se cristallise autour d'un lieu sacré, le tombeau des patriarches, appelé aussi tombe d'Ibrahim, côté musulman. Hébron, c'est là que tout a commencé.
Abraham, et Isaac et Jacob, nos patriarches, ont été ici. Ils ont foulé ces rues. Chez nous, ce sont les femmes qui transmettent la judéité aux enfants. C'est sans doute pour ça qu'elles sont devenues aujourd'hui le symbole de notre nation. Je pense que les viols horribles qui ont eu lieu le 7 octobre faisaient partie de cette volonté de nous humilier, nous, le peuple juif. Et quand je porte une arme, j'ai le sentiment de donner de la force à la nation juive et aux femmes. Je vis dans un endroit dangereux. Je suis prof et donc responsable de mes élèves. Grâce à ces deux raisons, j'ai pu obtenir une arme plutôt facilement. Une fois par mois, Hayden s'entraîne ici, dans un centre privé, au milieu de la Cisjordanie. La mère de famille tire à blanc pour ne pas perturber la grossesse de son 7e enfant. Superbe. Je te jure, tu es la légende de ta colonie. Ouais, alors que je suis à 7 mois de grossesse. Superbe, tu es très forte. Maintenant, on va s'entraîner dans un espace habité. Au cas où un terroriste entre à la maison et que tes enfants sont là. Il n'y a que toi et eux. Tu n'as pas le choix, tu dois le combattre. Terroriste dans la maison. Excellent, il est tombé. Très beau. Et on continue. Quand je forme une femme, je ne vais pas jouer celui qui s'apitoie, genre « ma pauvre, c'est trop dur pour toi ». Je la forme à la dure, parce que la plupart des femmes d'Israël n'ont pas servi dans des sections de combat au sein de l'armée. Donc la première fois qu'elles tirent, c'est ici. C'est pour ça qu'elles ont un peu plus peur. Mais croyez-moi, elles tirent mieux que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes qui se sont entraînés à l'armée se mettent une très grosse pression dans le stress, ils tirent dans tous les sens. Les femmes ont plus de sang-froid, elles sont plus concentrées. Pour saisir la fragilité de cette société israélienne, il faut bien comprendre ce que les gens ont vécu le 7 octobre. Le fait que le viol ait fait partie des attaques, pas seulement les meurtres ou les prises d'otages, ça a ajouté une autre dimension au traumatisme. Pour les femmes, c'est un choc qui touche le corps, et pour les hommes, comme dans beaucoup de sociétés, ça atteint quelque chose de l'ordre de l'honneur, de la dignité nationale. Et donc ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est ce sentiment que l'État n'était plus capable d'assurer la sécurité. Alors les civils ont commencé à s'en charger eux-mêmes. On assiste à une forme de privatisation de la sécurité. Mais attention, une privatisation réservée aux Juifs. Les Palestiniens en sont évidemment exclus. Sahar Vardi appartient à une minorité infime en Israël, les refusniks. Par 3 fois, l'État l'a condamnée à des peines de prison pour non-participation au service militaire. Chaque semaine, elle prépare des actions avec d'autres militants pacifistes. Des manifestations contre les massacres à Gaza, la militarisation de la société et la ruée vers les armes.
Je pense que c'est très clair. Ce que font les armes dans la rue, c'est ségréguer la société entre ceux qui se sentent menacés par elles et ceux qui, au contraire, se sentent protégés. Pour les Palestiniens, elles restent un rappel constant dans l'espace public qu'ils sont contrôlés, qu'ils sont menacés. היועץ המשפטי שלכם, של המשטרה, אני רק אומרת, שב ומבהיר כי על פי דין אין למשטרה סמכות למנוע הנפת דגלים בשלט אופנה, גם אם מדובר בשלטים מקוממים. Le plus souvent, ces rassemblements finissent au poste de police et sous les cris des contre-manifestants. La nuit s'annonce longue pour Sahar Vardi et les militants arrêtés. Longue aussi pour leur camp, les pacifistes israéliens, qui s'abîment de jour en jour. En face, rien ne paraît freiner l'ascension des nationalistes. Comme Odelia Kedmi, qui après 18 mois de procédure, est attendue au Parlement israélien. On se dirige vers la Knesset pour faire voter une proposition de loi. Elle permettrait à plus de femmes de porter une arme après l'armée. Les lobbyistes veulent influencer une commission parlementaire sur la sécurité nationale. Leur but, assouplir les critères d'obtention du port d'armes pour les anciennes soldates, quel que soit leur âge. Avec ces changements, à terme, ce serait 2 fois plus d'Israéliennes qui pourraient s'armer. Écoutez, je pense qu'ici, il y a de la discrimination. Je pense que vous faites de l'agisme et c'est un sérieux problème juridique. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Comme chaque sujet, il y a des arguments contre. Bonjour à tous. Nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter des réglementations sur les armes à feu et les mettre à jour. Odelia, c'est à vous. Comme nous l'avons vu le 7 octobre, les femmes méritent une protection renforcée. Mais qui est le plus à même de protéger une femme? Son partenaire? Il est peut-être parti comme réserviste. La police ou l'armée, ils ne peuvent pas être partout tout le temps. À la fin, la personne la plus efficace pour protéger une femme, c'est la femme elle-même. Qui approuve les nouvelles règles demandées par le ministère? C'est accepté. Je suis très émue de vous annoncer que désormais, vous devenez éligible à un permis de port d'armes. Ça entrera en vigueur le 13 juillet et si Dieu le veut, nous aurons beaucoup plus de femmes armées dans les rues d'Israël. C'est un grand pas pour les Israéliennes. Cette fois encore, les armes vont progresser en Israël. Les lignes de fracture aussi.